assez proche des toxiques, parce qu'on ne le considère pas comme un toxique, mais il en est un, c'est le sucre. Voilà. C'est le sucre. Le sucre, il fait encore une fois le lit des maladies chroniques, et ça, on en entend suffisamment parler. Et le sucre, on va le retrouver rajouté dans un tas d'aliments, voilà, rajouté dans un tas d'aliments, et puis il faut être extrêmement aussi vigilant avec le sucre, c'est-à-dire de ne pas en rajouter. C'est comme le sel. Voilà, c'est prendre ce principe, je prends un thé, je prends mon café, je prends mon yaourt, et bien je ne rajoute pas de sucre parce que ce sucre-là, encore une fois, c'est un sucre qui est raffiné, tel qu'il a été consommé, et qui n'a aucune valeur nutritionnelle. C'est ce qu'on appelle des calories. Voilà. Confiture? Alors, oui, alors la confiture, alors c'est généralement... la confiture, elle est faite avec les sucres naturels des fruits, sauf qu'on rajoute du sucre dans la confiture. Donc, il faut être aussi, par rapport à ça, vigilant avec la confiture pour éviter au maximum d'en consommer, préférer les confitures qui sont allégées en sucre. Mais dans tous les cas, la confiture, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. Je préfère plutôt qu'on parle de miel que de sucre. Pourquoi? Parce que le miel, effectivement, est très sucré, mais c'est un produit naturel, le miel, qui est récolté par les abeilles et donc fabriqué par les abeilles. Et qu'est-ce qu'il a comme intérêt le miel par rapport au sucre? C'est que dans le sucre, vous n'avez que des calories et vous n'avez aucun nutriment, vous n'avez que du glucose. Dans le miel, vous allez avoir du sucre, mais vous allez avoir un tas d'ingrédients et de nutriments qui vont avoir des effets positifs pour votre santé. Pourquoi? Parce que les abeilles, quand elles récoltent effectivement le pollen des fleurs, elles vont récolter le pollen des fleurs qui sont autour de la ruche, et dans ces pollens et ces fleurs, il y a des polyphénols, des antioxydants, voilà, qui vont avoir des effets positifs sur votre santé, et le miel a des effets positifs sur la santé parce qu'il n'y a pas que du sucre, il y a aussi ce qu'on appelle des nutriments, contrairement au sucre blanc, qui, comme je vous le disais, c'est des calories vides. Je ne sais pas si je suis clair, Vladimir, là-dessus. Vous êtes très clair là-dessus. Dans ce cas-là, juste si on peut rester 3 petites secondes sur le sucre, 2 choses supplémentaires, les fruits et le chocolat. Est-ce que moi j'adore les fruits, d'accord? Je ne prends pas de sucre blanc, très peu, mais j'adore par exemple les fruits. J'adore le chocolat de préférence noir. Est-ce que vous pourriez parler, est-ce que les fruits ont un impact négatif sur ma longévité? Alors, les fruits, non, parce que c'est ce que je vous disais, d'autant plus s'ils sont bio. Les fruits, effectivement, ils se digèrent beaucoup mieux. Le sucre se digère beaucoup mieux, le sucre des fruits, le fructose que l'on va trouver dans les fruits. Donc, bien évidemment, si vous faites une salade de fruits, évitez de rajouter du sucre. C'est effectivement dans ce genre de choses-là qu'on va effectivement s'intoxiquer. Mais les fruits en soi sont des aliments qui ont plein de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on va y trouver des fibres, qu'on va y trouver encore une fois des molécules qui ont des bénéfices santé comme les antioxydants, les polyphénols en priorité. Le chocolat, c'est différent. Le chocolat, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que oui, dans le chocolat, il y a plusieurs types de chocolat. Voilà. Il y a le chocolat blanc, c'est le pire de tous les chocolats, parce qu'il est très riche en sucre. Et il n'y a pas de chocolat dans le chocolat blanc. Voilà, il y a très peu de cacao. C'est vraiment quelque chose de synthétique qu'on a recréé. Le chocolat au lait, qui contient beaucoup de lait et qui contient beaucoup de sucre, le chocolat au lait. Et celui qui va nous intéresser, c'est le chocolat noir. Pourquoi? Parce que c'est le chocolat noir avec un taux de cacao de plus de 70%. Si on peut aller sur de 85%, c'est bien. Après, il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'ils trouvent que c'est amer. Mais plus le chocolat noir est concentré en cacao, plus il sera riche en matières grasses et plus il sera pauvre en sucre. Et ça, vous pouvez vous livrer à l'exercice d'aller comparer vos tablettes de chocolat dans la supérette où vous achetez vous faites vos courses. Vous verrez effectivement que dans le chocolat noir, plus le taux de cacao est important, plus ce seront les matières grasses qui seront importantes et moins vous aurez de sucre à l'intérieur. Donc, il faut privilégier le chocolat. C'est une bonne idée, c'est un très bon aliment. Ouais. Chocolat noir avec plus de 70% de préférence et vous aurez moins de sucre et vous aurez des matières grasses. Et il faut quand même juste faire un point sur les matières grasses. On sait aujourd'hui qu'il y a des matières grasses qui sont bonnes pour notre santé. Voilà. Et les matières grasses issues du cacao sont des matières grasses qui sont bonnes pour notre santé parce qu'elles sont riches, encore une fois, en tas de molécules, en tas de nutriments qui sont favorables pour notre santé. Voilà. Sur les sucres, juste une question. Ouais. Moi, j'utilise un capteur
de glucides, d'accord, pour mesurer mes taux de sucre. Vous C'est me quoi, dites que c'est quoi euh, un capteur de glucides? enfin, un taux de sucre, pour mesurer un taux de sucre, j'utilise Free Libre, enfin un capteur qui va mesurer la glycémie. Ah, D'accord? vous avez un truc pour les diabétiques, en fait. Pour la diabétique, j'ai mis à titre personnel et aujourd'hui ça devient de plus en plus, courant, enfin dans la communauté des gens qui s'intéressent à la santé, de porter des capteurs de glycémie pour voir, pour étudier l'impact de différents éléments sur la glycémie. Je me suis amusé à regarder avant la prise de salade de fruits et après la prise de salade de fruits la glycémie, et je vois qu'elle monte, ma glycémie au-dessus de 110, 115. Est-ce que je dois m'inquiéter si mon taux de glycémie monte par rapport à la prise des fruits, ou je dois décorréler et ne pas trop m'inquiéter puisque c'était des fruits qui ont causé la hausse temporaire de la glycémie? Écoutez, c'est logique que votre glycémie augmente si vous consommez des aliments. Voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça. Maintenant, effectivement, c'est pour ça qu'on se dit qu'on préfère généralement avoir des index glycémiques qui sont faibles, ou alors avec des relargages de glucides qui sont lents, par exemple, comme si on consomme des pâtes, par exemple, pour les sportifs. Mais c'est normal que votre glycémie augmente. Donc, à un moment donné, ne soyez pas connecté complètement sur votre glycémie, parce que sinon, ça va devenir très compliqué pour vous. Mais gardez bien en tête, effectivement, de ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, tout simplement. Je pense que c'est… Et puis vraiment, je pense que c'est vraiment réservé aux diabétiques, ce type d'outils. Je ne suis pas certain que ça ait une vraie utilité au quotidien pour quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. C'est intéressant. Je continue dans Ouais. les facteurs. Donc, le facteur suivant, c'est le surpoids. Voilà, le facteur suivant, c'est le surpoids. C'est vraiment important d'être conscient de son poids et d'avoir un poids de forme. Alors, c'est quoi un poids de forme? Ben, il faut calculer son index de masse, son IMC. IMC. Voilà. Il faut effectivement être capable de connaître son IMC. C'est pas très compliqué. Vous trouvez sur Internet tous les éléments pour calculer son IMC. Mais c'est vraiment important de s'assurer qu'on n'est pas en surpoids, parce que le surpoids, de toute façon, fait vieillir prématurément. Voilà. Et on a pas mal d'études Pourquoi? qui le montrent, parce qu'il génère, encore une fois, un état inflammatoire chronique. Et le surpoids, eh ben, c'est le préalable pour déclencher des maladies métaboliques, comme le diabète, par exemple. Mais on a ça en tête, mais on sait que quand on a aussi du surpoids, on va avoir un vieillissement de son cerveau qui va être plus rapide. Donc, c'est vraiment Donc, c'est aussi des fonctions cognitives. Et oui, c'est aussi les fonctions cognitives. Voilà, le surpoids joue quand même. Donc voilà, calculer son indice de masse corporelle, c'est important de pouvoir le calculer. Voilà. Donc, et ça, Juste rapidement, vous vous souvenez de tête la fourchette, la bonne fourchette de l'IMC, à partir de quel moment il faut se dire waouh, il faut faire attention et trouver des solutions? À partir de quel niveau on se pose la question? Écoutez, on va se dire qu'un IMC normal, c'est entre 18,5 à 25. Voilà. Donc, juste l'IMC, hein, pour savoir le calcul, on divise le poids par la taille en mètres carrés. Voilà. Par la taille en mètres qu'on en multiplie au carré. Donc, à partir de ça, on va trouver son IMC. On a sur Internet des calculateurs automatiques, hein, qui vous font le truc. Et c'est au-delà de 25 qu'on est en surpoids. Voilà, donc un IMC au-delà de 25 à 30, c'est le surpoids. Au-delà de 30, c'est l'obésité. Donc, voilà. Donc, quand on est au-delà de 25, ça veut dire qu'on a un rapport entre notre poids et notre taille qui n'est pas bon. La taille, on ne peut pas la changer, c'est le poids qu'il faut modifier, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de prendre en considération cette notion du surpoids. Et voilà, parce que ça fait partie de l'état de forme. Alors, quand moi je parle des toxiques, je parle toujours des 5 S. Donc les deux premiers S, c'est le surpoids et le sucre, qu'on vient de voir. Le suivant, c'est la sédentarité. La sédentarité. Les 3 S. Alors les 5 S, il y a les 5 S. Et il y a le stress et le sommeil qu'on va voir, histoire d'avoir des éléments groupés. Je vais vous parler des toxiques dans un premier temps. Là, je vais vous parler des 5 S pour avoir un peu un élément mémotechnique, pour voilà, avoir bien en tête tous ces facteurs. La sédentarité, c'est quoi? C'est le temps passé assis ou allongé en dehors des temps de repas et de sommeil.
Bon, voilà. Si vous avez, et j'imagine que Vladimir, vous faites partie des gens qui êtes beaucoup assis dans votre Tout à fait. quotidien, compte tenu de votre activité, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux. Voilà. Donc, si on regarde notre journée, le matin, on se lève, on prend son petit déjeuner, d'accord, tout va bien, et puis hop, on va monter dans sa voiture. Voilà. Et là, on va rester, selon le temps qu'on a pour se rendre au travail, on va rester une demi-heure, une heure dans sa bagnole. On se lève et hop, on va se mettre dans un bureau où on va rester derrière son fauteuil toute la journée. Et puis, on va se lever pour aller déjeuner juste en bas ou à côté. Ça, le déjeuner, ça compte pas trop. Mais on va passer beaucoup de temps dans son fauteuil de bureau. Et puis, le soir, on rentre, on reprend sa voiture et puis on arrive chez soi. Et là, on s'assoit et on commence à regarder les écrans. Voilà. Et on peut passer la soirée à regarder la télé ou à regarder un film. Et tout ça, ça fait un nombre d'heures qui deviennent de manière très, très, très importante. Donc, le surpoids, c'est un vrai facteur la sédentarité. Parce que vous faites le lien entre la sédentarité et le surpoids. Alors non, je fais pas. Non. Alors oui, quand les deux sont surajoutés, c'est généralement le cas. Hein. Quand on a un surpoids, on est plus actif. Mais la sédentarité, il faut avoir en tête pour bien le comprendre. C'est vraiment le temps passé assis. C'est-à-dire que on peut avoir un travail de bureau. Voilà. On peut prendre sa voiture pour aller travailler et on va passer et on va rentrer chez soi le soir et on va regarder la télé pendant 2-3 heures. Donc on peut passer 6, 8, 10 heures assis en dehors des temps de repas ou des temps de sommeil. Et c'est là que c'est un véritable problème, parce que cette situation va créer un état inflammatoire qui est important, et puis va augmenter la mortalité prématurée, va augmenter les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, on a le diabète. On s'expose à ça. On s'expose à ça. Et alors souvent, moi, j'entends dire, oui, mais moi, le week-end, je fais du sport. Très bien. C'est une autre notion. La sédentarité, c'est une chose. L'activité physique, c'en est une autre. Donc, si vous faites du sport le week-end, vous êtes sédentaire toute la semaine. Donc, la sédentarité, vous en avez les effets secondaires liés au fait de rester assis toute la journée. Ce n'est pas parce que vous faites du sport que vous luttez contre la sédentarité. C'est différent. C'est deux choses différentes. Il y a deux notions qui sont importantes, c'est la sédentarité et l'inactivité physique. Vous voyez, c'est des éléments qu'il faut bien avoir en tête. Alors, à l'issue de la sédentarité, dans les suites, je vais vous parler du stress et du sommeil, qui sont vraiment importants, parce que le stress, c'est un des éléments très connus inflammatoires. Voilà, le fait d'être stressé, d'être anxieux de manière permanente. Et le sommeil joue un rôle justement pour détoxifier l'organisme. C'est-à-dire que la nuit, il faut dormir un certain nombre d'heures. Il ne faut surtout pas accumuler de dettes de sommeil. Pourquoi ? Parce que ce sommeil joue un rôle important dans la détoxification de notre organisme. Si on ne laisse pas le sommeil jouer ce rôle-là, on s'expose à l'accumulation de toxiques et donc à l'accumulation d'un état. Quelle est encore une fois la fourchette de sommeil suffisant? Parce qu'on se couche tard la plupart du temps, on regarde nos téléphones, moi y compris. Voilà, c'est assez variable d'une personne à l'autre. Mais on va dire qu'on reste toujours entre 6 à 8 heures par jour de sommeil. Voilà. De sommeil nocturne. Il faut avoir du sommeil nocturne entre 6 et 8 heures. Oui, c'est ce qu'on va. Alors après, c'est variable d'une personne à l'autre. On sait très bien que les personnes âgées vont commencer effectivement à avoir un sommeil plus difficile, mais dans tous les cas, c'est la fourchette qu'on va donner. Il y a des personnes qui ont besoin de moins dormir que d'autres, donc il faut savoir s'écouter aussi, mais il faut respecter ses besoins de sommeil. Voilà, ça c'est. Donc, si on résume ces 5 S, on parle de, encore une fois, est-ce qu'on peut résumer stress, sommeil, sédentarité, surpoids et sucre. Ouais. Surpoids et sucre. Voilà, c'est juste pour mémoriser ces 5 S. C'est de se dire, voilà, moi, que si je veux essayer de mémoriser mes facteurs d'accélération du vieillissement, c'est mes toxiques, voilà, donc tabac, alcool et les toxiques environnementaux comme les pesticides, les additifs et la pollution atmosphérique. Et puis, ce sont les 5 S. Alors, on peut en rajouter un dernier. Voilà. On peut en rajouter un dernier qu'on pourrait rajouter au S. C'est le sommeil. C'est le soleil, pardon. Le soleil, vitamine D.
Voilà, c'est le soleil. Bon, là, on est plus sur les effets du soleil sur la peau, sur les effets du vieillissement sur la peau. On est plus sur une dimension esthétique. On sait que le soleil aussi crée un état inflammatoire puisqu'on le connaît comme étant responsable aussi de cancer cutané. Donc voilà, il faut avoir en tête effectivement que le soleil est un accélérateur de vieillissement également. Voilà. Et la fameuse vitamine D qui est fournie par le soleil et qu'on dit on manque cruellement parce qu'elle nous protège. Comment est-ce qu'on je comprends pas du coup comment on joue avec ça et qu'est-ce qu'on fait avec ces deux notions contradictoires? C'est pas des notions contradictoires, c'est toujours pareil, c'est l'abus du soleil. Voilà. Moi, quand je vous parle du soleil, je ne vous dis pas il ne faut pas s'exposer au soleil. Contrairement à l'alcool où je vous disais toute consommation d'alcool peut être péjoratif, mais le soleil, non. Il faut s'exposer au soleil, mais il faut aussi être capable de se protéger. C'est-à-dire que je ne passe pas 4 heures sur la plage au soleil. Quoi. Voilà. Crème solaire, si je mets des crèmes. Crème solaire, mais vous savez, on s'est très encore discuté cette notion de protection réelle des crèmes solaires par rapport à l'effet assez aigu du soleil. Donc, c'est quand même pas mal encore discuté. Oui, il faut se protéger, bien évidemment, pour éviter les brûlures, pour éviter les coups de soleil, pour éviter l'inflammation. Mais il faut surtout être prudent pour ne pas trop s'exposer. Donc, c'est la difficulté du soleil, je suis d'accord avec vous. C'est oui, mais pas trop. Voilà. Trouver la mesure. Ok, c'est très intéressant. Je vous remercie pour ces premières notions, je dirais même la prise de conscience à partir du moment où on commence à réfléchir à comment vivre plus longtemps en meilleure santé, parce que c'est ça la promesse de la science de longévité. On est d'accord. Est-ce qu'on cherche à rallonger le nombre d'années ou on cherche à rallonger le nombre d'années en bonne santé? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à prolonger le nombre d'années en bonne santé. Je pense qu'on est tous d'accord. On a tous une préoccupation quand on se projette sur ces années de vieillissement, c'est de ne pas perdre son autonomie et donc de ne pas être submergé par le nombre de maladies chroniques qui vont vous rendre effectivement dépendant par rapport à ça. Donc, ce qu'on a tous envie, c'est de vivre plus longtemps, mais à la condition de vivre en bonne santé. Parce que vivre plus longtemps grabataire, dépendant, personne n'en veut, je pense. Donc, voilà, tous ces conseils-là, toute cette approche et toute la science de la longévité visent à prolonger le nombre d'années pour vivre mieux, en bonne santé, vivre plus longtemps et mieux. Voilà. Avec cette notion, comme vous l'évoquez, d'espérance de vie en bonne santé. Comment on peut rajouter, si on évite les facteurs d'inflammation, sans parler même de prochaines étapes, de ce qu'on, à partir du moment où on prend conscience de ces facteurs-là et on peut réduire, est-ce qu'il y a une sorte de schéma de promesse de ce qu'on peut gagner en espérance de vie en bonne santé si déjà on réduit ces risques de facteurs? Ou pour l'instant, ça reste encore pas quantifiable? Alors, c'est toujours difficile à quantifier parce qu'on est vraiment dans l'individualisation. Donc, c'est difficile et effectivement, les études vont être plus sur la collectivité. Là, on est dans l'individualisation parce qu'on est face à chacun va faire des choix dans sa vie, on va se dire de jeune, de 20 à 40 ans, où il va faire le choix de fumer, il va faire le choix de boire, il va faire le choix d'avoir une consommation d'aliments ultra transformés, ou de faire le choix de ne pas manger bio. Voilà. Donc ou d'être en surpoids et de ne pas s'en préoccuper. Donc voilà. Donc en fait, on est plus dans cette préoccupation de se dire, souvent, il faut corriger d'abord. Avant même de mettre en œuvre des nouveaux comportements qui vont avoir un impact positif sur la santé, il faut d'abord corriger ce qui peut être négatif. Et je crois que c'était mon objectif numéro 1, c'est de se dire, avant de démarrer sur des comportements adoptés, il faut déjà se préoccuper de réduire, voire de supprimer ces facteurs d'accélération du vieillissement. Et la dernière question, est-ce qu'un rendez-vous avec un médecin spécialisé pourrait être utile dans la prise de conscience? Parce que là, pour l'instant, on parle. Est-ce que psychologiquement, ça a été prouvé, vous êtes médecin, vous connaissez d'autres médecins, est-ce que psychologiquement, la personne va avoir une sorte de choc ou pas à partir du moment où elle voit un médecin qui va lui montrer des résultats
actuel de son train de vie. Est-ce que ça peut être utile ou pas vraiment? Oui, c'est une bonne façon. La prise de conscience, en fait, souvent, on est beaucoup à avoir envie de changer ses habitudes de vie. Parce qu'on se dit, ouais, moi, je vis comme ci, je vis comme ça quand même, et ça serait bien que je fasse attention à ce que je mange, ça serait bien que je fasse attention à mon mode de vie, que j'ai une activité physique plus régulière, que j'ai moins ci, que j'ai moins ça. Donc, on va dire qu'on a tous ces préoccupations, mais comment dire, la prise de conscience, elle est parfois difficile. Le fait d'aller voir un médecin, le fait d'avoir un médecin qui va se préoccuper d'essayer de vous quantifier votre âge biologique, c'est souvent un bon point de départ. Voilà. Effectivement, si moi je vous dis vous avez 50 ans et je vous dis vous avez un âge biologique de 45 ans, c'est une très bonne nouvelle. Et je vous dirais, ce qui est important, c'est de maintenir ça. Vous avez une avance, il faut la maintenir parce que c'est un véritable atout pour vous. Continuer, mais surtout adopter encore des comportements plus efficaces pour garder cette avance. Mais souvent, quand on a ce type de préoccupation, c'est qu'on sait qu'on n'a pas toujours la bonne attitude dans le comportement santé. Et parfois, effectivement, on va se retrouver face à un médecin qui va vous identifier un âge biologique supérieur à votre âge chronologique. Et c'est là qu'il y a une vraie prise de conscience, parce que si on a 5 années de plus en âge biologique, on va avoir un objectif, c'est de réduire ça. Et on peut le réduire. Voilà, on peut réduire pour faire que l'âge biologique se rapproche de l'âge chronologique. On peut rééquilibrer ce rapport, voire inverser, améliorer et inverser entre l'âge chronologique, l'âge biologique. Est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de faire ça? Parce que vous parlez de votre médecin qui va définir l'âge biologique. Ouais. Est-ce que ce sont des outils scientifiques ou c'est un peu aléatoire? Non, ce n'est pas aléatoire. Alors, comment dire, c'est un peu complexe encore à faire. Ça ne peut pas être dans les mains de tous les médecins parce que c'est multifactoriel. Il faut effectivement adopter plusieurs types d'examens. Je vous parlais effectivement des examens pour mesurer la souplesse et la rigidité des artères. Mais il y a aussi des examens biologiques, on va dire de micronutrition, qui sont des examens un peu poussés, qui va permettre de pouvoir quantifier aussi l'état inflammatoire de la personne et qui va aussi pouvoir quantifier la performance des différents organes. Voilà, on peut le faire. Il faut plutôt effectivement s'orienter vers soit des médecins micronutritionnistes qui ont plus l'habitude de faire ça, soit sur des médecins qui sont spécialisés médecine anti-âge ou longévité. Mais en tout cas, quand on est déterminé à essayer de se prendre en main, c'est une bonne façon de le faire. Dernière question, excusez-moi, dernière question. Vous avez mentionné plusieurs fois mesurer l'âge biologique de vos artères. Quels sont les examens qui permettent de le faire? Les artères, vous avez mentionné plusieurs fois ça. Ce sont des examens que les cardiologues peuvent faire où on mesure la rigidité artérielle. Voilà. Donc, ce sont des examens. C'est les cardiologues qui font ça. Oui, c'est les cardiologues qui peuvent le faire ou les médecins qui sont spécialistes de la longévité. Voilà. Mais ce n'est pas des examens très compliqués, mais c'est des vrais indicateurs. Ça donne des vrais indicateurs sur l'état de santé du patient et encore une fois sur les mesures à prendre. Voilà. D'accord. Pascal Douek, on a passé 40 minutes, mais pour moi, on a passé 5 minutes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps. C'est passionnant, c'était passionnant. Et donc, on peut retrouver le reste à partir du moment où on prend conscience et on se pose des questions. Toutes les réponses sont ici, dans ce livre qui est passionnant et que je conseille vraiment à lire. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter d'autres chapitres, d'autres aspects de ça. C'était vraiment passionnant. Je vous remercie beaucoup. Merci Vladimir, au revoir. Merci.